Et on va accueillir tout de suite les intervenants de la table ronde suivante. Ça tient, ça roule pas? Non, mais c'est parfait. Formidable. Dont Marc Lager, donc, de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Marc, est-ce que tu nous entends? Ça y est, il est connecté à l'audio. Marc? Oui. Ah ben super, on t'entend bien, tu nous Et entends à la bien? vidéo. Est-ce que tu nous entends? Très bien. Bon, ben c'est formidable, écoute. Donc, bienvenue dans le Loiret, tu es au château de Chamerolles. Tu t'en rends pas compte, hein, mais tu es au sein d'une halle qui a été déplacée et reconstruite entièrement à un autre endroit, à 30 km de là où elle était. Je vous entends. Je vous entends. Super. Et puis, je vais inviter donc les autres panélistes à nous rejoindre. Delphine Dubelois, directrice des ressources humaines du Conseil départemental du Loiret. Luc Cabellière, fondateur d'Annabelle Group. Et normalement, Dominique Valentin nous rejoindra en cours de séance. Voilà, notre sujet. Bienvenue, installez-vous. Notre sujet, c'est tiers-lieux et télétravail, relocaliser les activités. Formidable. Hein, si on arrivait à faire venir ces millions de franciliens, dont je rappelle que 7 sur 10 veulent quitter l'Île-de-France, les faire venir ici, même de temps en temps, ça revitaliserait effectivement un certain nombre de territoires ruraux et ça répondrait à leurs rêves de bien-être. On n'en est pas encore là. L'expérience du télétravail qu'on a eue pendant le confinement, c'est la pire qui puisse exister, avec les enfants sur les genoux. De quoi s'agit-il? Pour que les tiers-lieux du télétravail s'épanouissent, il faut que les employeurs se mettent à organiser le télétravail, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou de collectivités ou d'organisations publiques. Donc voilà, on est juste au début. Et donc j'aimerais d'abord demander à Marc Lager de nous donner son regard par rapport à cette question du télétravail et puis plus largement évoquer la question des tiers-lieux à travers une présentation synthétique du programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens dont tu es en charge, Marc. Pas tout seul, heureusement. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre voilà, avec ces nouvelles ressources, puisque je ne pouvais pas me déplacer sur le Loiret. Je le regrette, c'est un département que j'aime beaucoup et je sais quel est l'attachement de ces acteurs sur les questions d'innovation collective. Bon, alors à défaut, je suis à distance, je suis à Grenoble, qui est aussi une autre ville où la technologie et les évolutions futures sont prises en compte. Je vais rebondir sur l'intervention de la dernière personne qui a pris la parole dans la table ronde précédente, puisqu'elle disait « OK pour la technologie, mais mettons plus d'humains ». Eh bien, avec le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, les tiers-lieux, les fabriques de territoire, les Fab Labs, les centres de coworking, eh bien, l'humain et le numérique sont considérés comme des alliés, comme des compléments. Je dirais même que le numérique est un outil au service de l'humain. J'ai un écho qui arrive avec 4 ou 5 secondes de décalage. C'est assez curieux. J'espère que vous n'avez pas la même chose. Non, on n'a pas ça, nous. Bon, tant mieux. Alors, je continue. Je crois qu'il faut partir du fait que ce sont les territoires qui se transforment, qui évoluent sous l'impulsion des acteurs locaux. Et évidemment, encore plus lorsqu'on est en situation de tension, comme c'est le cas depuis quelques mois, les adaptations sont mises en œuvre par les acteurs. Les adaptations sont mises en place par les acteurs. Et clairement, le télétravail en fait partie. Alors, on a parlé du télétravail depuis longtemps. De plus en plus, c'est la question du coworking qui arrive. Pourquoi? Parce que le télétravail sur le plan réglementaire, c'est quelque chose de bien défini, c'est l'évolution de la relation entre un employeur et son salarié dans le cadre d'un contrat de travail. Le coworking, c'est beaucoup plus tous les freelances, tous les acteurs économiques qui sont en profession libérale et qui prennent en charge leur agenda, leur emploi du temps, leur organisation. Un télétravailleur va rechercher du calme, de la connexion de bonne qualité, bien entendu, mais aussi de la confidentialité.
un coworker va pas du tout chercher les mêmes choses. Il va chercher des opportunités, des possibilités de rencontrer des interlocuteurs. Donc, c'est pas les mêmes locaux, c'est pas les mêmes rapports aux gestionnaires du lieu. Reste qu'on a une évolution profonde autour de ces deux éléments, le télétravail et le coworking, qui permet de travailler à distance. C'est la notion de travail à distance que je retiendrai dès maintenant. Et ça, évidemment, c'est une chance pour les territoires qui ont des habitants qui vont souvent chercher leur activité économique assez loin. Là, ils peuvent rester sur place, ils peuvent dépenser leur panier quotidien sur les services locaux. Et dans la modélisation qu'on avait fait du gain du télétravail sur les territoires, eh bien, on s'est aperçu que les franges des grandes villes et les petites villes sont gagnantes puisque c'est une économie qui est faite avec moins de péage, moins de carburant, moins de temps passé sur la route. Et cette économie, elle est redistribuée sur les services locaux. Voilà, c'est à partir d'un travail effectué il y a 2 ans sous l'intitulé Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, donc le rapport Daily Gates, on a compris au niveau du ministère de la Cohésion des Territoires et même du gouvernement dans son ensemble, puisqu'on a eu le 8 juin un comité interministériel avec 10 ministères autour de la table. Il y avait évidemment l'écologie, le travail, l'enseignement supérieur, la recherche, la culture, la ville, les territoires, pour s'accorder sur cette nouvelle donne qui est en train d'émerger de la part des territoires et sur la façon de l'accompagner dans les meilleures conditions. Il est donc clair qu'un tiers-lieu, ce lieu qui n'est ni le travail ni l'habitation, a vocation à fournir une panoplie de services de plus en plus étoffés, que dans ces conditions-là, un tiers-lieu pourra accueillir une démarche dite microfolie, c'est-à-dire comment on se met en contact avec l'offre culturelle au niveau national, avec des ressources qui sont fournies par les musées, par les grandes institutions. Comment éventuellement on peut créer un campus connecté, c'est-à-dire une de ces structures qui accueille des étudiants, mais loin de l'université, tout en leur permettant d'être proches en bénéficiant du contenu des enseignements. On a la possibilité de créer des hypercafés, des recycleries, bref, toute une série de modules qui vont venir participer au développement territorial par la mobilisation des acteurs. Voilà, un tiers-lieu, c'est, je pense, si on peut essayer de le résumer, une structure qui est animée par des acteurs locaux et qui va essayer de répondre aux attentes et aux besoins de la localité. C'est un petit peu le propre d'ailleurs de ce qui est le développement intelligent, le smart village, le partage de solutions intelligentes. Et donc, on peut se dire qu'à certains égards, le tiers-lieu, c'est un peu le cœur battant du smart village. Parce qu'il rassemble les gens, il permet d'échanger des points de vue, il permet d'organiser une gouvernance, il permet de construire un modèle économique, il permet d'offrir une palette de services nouveaux. Alors, de façon plus précise, et j'en terminerai par là parce que je veux surtout laisser du temps aux autres intervenants et puis au débat et aux questions. Mais le ministère de la Cohésion des Territoires a choisi de soutenir ce mouvement à la fois avec l'association France Tiers-Lieu, qui est un de nos partenaires au quotidien et avec qui nous sommes en convention. 1800 tiers-lieux bénéficient de ces conseils, de ces ressources, de ces dynamiques d'animation. Et c'est un nombre croissant de lieux qui est créé, donc je pense qu'on va arriver à des 2000, 3000. Et puis la deuxième partie du programme qu'on pilote nous directement, c'est l'appel à manifestation d'intérêt Fabrique des territoires. Ces fabriques des territoires sont en fait des méta-tiers-lieux, ce sont d'abord des tiers-lieux, mais elles ont pour vocation de venir en appui des autres acteurs du territoire, et notamment des tiers-lieux, pour apporter des ressources méthodologiques, des ressources pédagogiques, des ressources logistiques, par exemple des équipements un peu coûteux pour des Fab Labs, des imprimantes 3D pour fabriquer des objets en béton, par exemple. On n'aura pas ça dans tous les Fab Labs, mais pourquoi pas une fabrique la mettrait à disposition d'un territoire assez large. Et cette fabrique de territoire, elle a pour vocation de soutenir, de nourrir les démarches qui sont effectuées par des territoires à un niveau moins élevé, celui de la commune ou de l'intercommunalité. Notre objectif, c'est de soutenir 300 fabriques de territoire à l'horizon
fin 2021, début 2022. L'aide du gouvernement est de 50 000 euros, enfin jusqu'à 50 000 euros par an pendant 3 ans, donc 150 000 euros au total maximum, ce qui fait les 45 millions d'euros que nous avons enterrés. Et ces fabriques vont devoir se développer pour moitié dans les quartiers de la politique de la ville, qui font l'objet de démarches très intenses, et notamment en proposant des procédures de médiation numérique ou de e-inclusion pour que ce soit toute la population qui puisse bénéficier de ces transformations en cours et des services numériques qui sont de plus en plus nombreux en ligne. Et l'autre moitié, donc 150 fabriques, va être distribuée sur des territoires qui sont les petites villes, les territoires ruraux, certaines villes moyennes. Voilà, donc on a un équilibre dans le déploiement de ce programme. À ce jour, 110 fabriques ont été identifiées et lauréates de l'appel à manifestation d'intérêt. On va les réunir le 16 novembre pour une première rencontre nationale des fabriques. Et la dernière vague est en cours de sélection. Je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, on aura annoncé quelques dizaines de nouveaux lauréats. Voilà pour une présentation aussi courte que possible. Super, merci beaucoup Marc. Donc les tiers-lieux, 300 fabriques de territoire, des tiers-lieux dédiés à l'éducation à travers les campus connectés, des tiers-lieux dédiés à la culture avec les microfolies, et puis effectivement ces tiers-lieux d'initiatives territoriales qui peuvent être ou non labellisés dans le dispositif, mais vaut mieux qu'ils le soient, on a vu qu'économiquement ça faisait sens. Ces tiers-lieux dédiés au télétravail, qui sont des lieux d'accueil, effectivement, de coworkers, de télétravailleurs. Alors, on l'a dit, s'il y a des télétravailleurs, c'est parce qu'il y a des employeurs qui les accompagnent dans cette démarche. Donc, Delphine Dubelois, au département du Loiret, le processus télétravail, il est allumé, je pense. Il date de quand? Alors, concrètement, vous m'entendez? On vous entend. Concrètement, le télétravail est mis en place dans la collectivité depuis 2017. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a vécu le confinement, nous ne partions pas de zéro. En l'occurrence, dans la fonction publique, on est régi par un décret qui nous offre la possibilité d'avoir jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez rigide puisque c'est toujours forcément le même jour, toutes les semaines pendant une année. Et à la faveur des grèves perlées de la SNCF, comme quoi il faut en tirer quelque chose de bon, on s'était dit qu'il nous fallait assouplir un petit peu nos modalités par rapport à cette rigidité de ce texte. Donc, nous avions fait voter un pack de 20 jours à prendre à discrétion des agents à la faveur d'une intempérie, d'une grève, de la SNCF, vraiment en cas d'impossibilité de venir travailler physiquement sur le lieu de travail. Donc, nous avons fait voter ce pack de 20 jours en 2018 et avant confinement, nous en étions à 330 télétravailleurs avec une formule soit décret, donc un jour fixe toutes les semaines, soit une formule pack 20 jours. Ça représentait quelle proportion des agents dont le métier était télétravaillable? Alors, on compte à peu près 700 agents potentiellement télétravailleurs donc déjà sur la 50%. collectivité, D'accord. sur 2300, parce que vous soulignez quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, l'ensemble de nos agents ne sont pas en capacité de télétravailler. Les agents des Je cantines. vois par la fenêtre des jardiniers, Oui. les jardiniers de Chamerolles. En l'occurrence, la nature même de leur mission n'est absolument pas télétravaillable. Les agents des collèges, les agents des routes ne sont pas télétravaillables. Donc, lorsqu'on élague toutes ces natures de mission, on arrive à peu près à un bon 700 personnes, donc 330 agents qui télétravaillaient avant le confinement. Donc ça veut dire qu'au département du Loiret, environ un tiers des postes sont tout ou partiellement télétravaillables. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on a rencontré quand même un certain nombre de difficultés. Je pense qu'on les a tous rencontrées, de différents types, difficultés techniques, parce que même si on a promu le télétravail, pour autant, nous n'avions pas doté l'ensemble de nos agents d'équipements informatiques, en l'occurrence, puisque bon nombre sont équipés de PC fixes, téléphone portable. Tout le monde n'est pas équipé d'un téléphone portable du département. Donc, c'est vrai que ce confinement a engendré un certain nombre de difficultés liées
liées à la vétusté des matériels personnels de nos agents, les tailles d'écran. Lorsqu'on travaille sur Excel, c'est vrai qu'avoir un petit écran d'un PC portable chez soi, c'est pas la même chose que les grands écrans que la collectivité peut nous doter, dont la collectivité peut nous doter. Téléphone portable, hein, c'est vrai que le numéro de téléphone portable personnel apparaît. Tout le monde n'est pas doté non plus d'un forfait illimité. Donc, il y a eu un certain nombre de problématiques, je dirais, d'ordre matériel, Oui. logistique. Et puis, on ne peut pas nier quand même des difficultés aussi managériales. Que vous avez probablement connu forcément, mais c'est vrai que pour le manager, ce confinement, alors c'est vrai qu'il a été vécu de manière très contrainte, hein, mais n'est pas habitué à ne pas avoir autour de lui ses collaborateurs, hein, et qui peut donner parfois le sentiment d'une perte de contrôle, hein. Le fait de ne pas avoir en disponibilité physique là tout de suite Vous pouvez ses dire collaborateurs. pouvoir aussi. De pouvoir, hein, forcément. Des problématiques liées aussi, à contrario, à ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, Tout à fait. parce que nous nous sommes aperçus, puisque à la faveur post-confinement, on a lancé un sondage pour savoir comment les gens avaient vécu, comment nos agents avaient vécu ce confinement. Ce qui ressort de manière assez forte, c'est que les agents ont à cœur de prouver que en télétravail, ils travaillent. Mmh. Et ils travaillent probablement encore plus, hein, parce qu'ils ont le sentiment de devoir se justifier en permanence pour montrer à leur hiérarchie que oui, ils ont bien bossé. Et ça empiète largement parfois aussi sur leur vie privée. Donc cette conciliation de la vie personnelle et de la vie privée, elle a pu être mise à mal. Avec ce droit à la déconnexion, le fait d'avoir dans le salon, sur la table de cuisine, parfois le PC en permanence allumé, et bien, jusqu'à tard le soir, on peut vérifier si on n'a pas des mails à traiter. Donc, ça a été aussi une des difficultés qu'on a pu connaître. Et aujourd'hui, vous avez un peu de recul sur les pratiques hors confinement, hein, du télétravail de vos agents? C'est-à-dire, est-ce que la majorité télétravaille à domicile ou est-ce qu'ils télétravaillent dans des télécentres ou dans des tiers-lieux? Alors, c'est la volonté du département d'aller de plus en plus vers des tiers-lieux, Oui, vers des tiers-lieux. Pour l'instant, on peut dire que globalement, quasiment 100% de nos agents sont plutôt en télétravail à domicile. d'accord. Néanmoins, le département est en train aussi de réfléchir à la possibilité justement d'avoir des tiers-lieux qui nous permettraient, moi je pense que c'est un avantage indéniable, d'avoir des regards croisés justement avec le secteur de l'entreprise privée, de pouvoir partager les pratiques, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense qu'on a tous à y gagner, en tout cas sur le développement de ces tiers-lieux. Donc à terme, c'est une vraie volonté. Donc fort de ces constats, on a remis sur la table une charte que nous avons donc travaillée avec les organisations syndicales, et on est allé encore plus loin que le pacte de 20 jours que nous avions mis en place en 2018, et sera soumis la semaine prochaine en session auprès de nos élus, justement, un pacte de 40 jours. Donc on double, avec ce qui nous amène globalement à la possibilité d'avoir un jour de télétravail par semaine toute l'année, mais à prendre véritablement quand l'agent en a besoin. Mmh. Une charte qui est fondée sur un principe de responsabilité et de fixation d'objectifs. Parce que je pense que le télétravail, je pense que de manière globale et unanime, on est tous hyper fans, hein, du télétravail, hein. En tout cas, pour nos agents et sur la satisfaction du télétravail, tous sont assez unanimes sur le fait Oui. que beaucoup s'y retrouvent, dans le sens où ça permet quand même de concilier vie perso, vie pro, notamment aller récupérer les enfants à l'école de manière un petit peu moins stressante que quitter le boulot et devoir courir pour aller récupérer à l'école les enfants. C'est qu'un exemple. Donc, Puis il y a on a aussi la des... question de l'intensité du travail, sur le fait de pouvoir traiter un jour par semaine des dossiers de fond au calme, enfin, Voilà. c'est ce qu'on entend beaucoup aussi. Exactement, la possibilité, alors sachant que de manière majoritaire, on est plutôt sur 1 à 2 jours par semaine de télétravail, hein, de manière très globale. Et c'est vrai que pour travailler les dossiers de fond, ça permet véritablement de se poser, de se concentrer, d'avoir une petite bulle autour de soi. Mmh.
Et puis un avantage aussi pour le télétravail que tous saluent, aussi bien la collectivité que l'ensemble des agents, c'est le côté environnemental, hein, puisque chacun se dit que on pollue un petit peu moins en télétravail. En tout cas, tous on contribue un petit peu à réduire notre empreinte carbone. Et puis nous, employeurs, ça nous amène aussi à réfléchir aussi sur, et là c'est un impact financier qui n'est pas négligeable, puisque nous sommes sur un gros projet de construction d'un site départemental qui va nous amener aussi à réfléchir à la configuration du site. Et je pense que le fait qu'on ait de plus en plus de télétravailleurs nous amène aussi à réfléchir à la configuration des lieux et globalement le besoin. Et des bureaux nomades et moins de Et des mètres bureaux carrés. nomades. Voilà. Super. Donc cette charte, nous l'avons retravaillée au cours de l'été avec les organisations syndicales. Pacte de 20 jours, une fixation d'objectifs, parce que avoir des télétravailleurs dans son équipe, c'est bien, mais il faut pouvoir l'organiser. Alors, je choquerai peut-être certains en vous disant que moi, en tant que DRH, je me fiche de savoir que mon collaborateur va prendre une demi-heure pour étendre le linge ou aller récupérer les enfants à l'école, à partir du moment où le travail est fait. C'est ça. Voilà. Et cette notion d'objectif, elle est très importante pour nos équipes. Donc, une fixation d'objectifs et puis repenser aussi le collectif. On croit aussi beaucoup à la notion du collectif. Et le collectif, il passe aussi par la présence physique. Donc, la présence physique, pour nous, elle est très importante. Le télétravail est très important. Il n'y a pas de doctrine en la matière. Et en tout cas, si je résumerais, je dirais que on est pour le télétravail, mais pour un télétravail raisonné et raisonnable. Voilà. Pas de 100%, pas d'ayatolisme du télétravail. Absolument. Dominique Valentin, qui nous a rejoint sur la plateforme, ne dira certainement pas le contraire, surtout sur les vertus environnementales. Lui, qui il y a 5 ou 6 ans me disait les kilomètres qui polluent le moins, c'est ceux qu'on ne fait pas. Avant de donner la parole à Dominique Valentin, Luc Bellière, donc fondateur d'Annabelle Group, vous avez créé un espace de coworking à Villemandeur. Villemandeur, c'est où sur le département du Loiret? C'est l'agglomération de Montargis. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous accueillez quel type de profil? Et est-ce que ce lieu a enclenché une dynamique locale entre quasiment l'esprit de plusieurs indépendants qui se retrouvent, qui font quelque part une entreprise partagée? Je crois que c'est un concept qui vous tient à cœur, ça, l'entreprise partagée. Oui, alors il faut parler un petit peu de l'historique, d'où ça vient. Moi, je suis à la tête d'un petit groupe de 4 entreprises. Des entreprises anciennes, hein, Sofracer qui fait des instruments de mesure, donc avec une grosse activité de recherche et développement et qui exporte 93% de sa fabrication. Sofracer Maintenance qui est plus dans le maintenance de systèmes énergétiques pour l'efficacité énergétique. Et puis Anaël qui est un distributeur de matériel de mesure, d'analyse sur les liquides en process, donc qui est un gros distributeur français aujourd'hui. Et l'entreprise partagée, ça a commencé par je partage le capital avec les salariés. Ensuite, la holding est un espace de partage, puisque en fait, c'est une communauté de moyens. Tous les frais sont pris en charge, bâtiments, etc., par la holding et c'est redistribué, mais les compétences aussi. Ce qui fait que quand quelqu'un a besoin d'une compétence en qualité, sécurité, environnement, il vient la chercher, enfin, on tire à la demande. Et au fur et à mesure des années, on a accueilli tantôt un créateur d'entreprise, tantôt une association de groupements d'employeurs, etc. Et on voyait qu'il y avait un besoin sur l'agglomération d'un lieu. Et donc, on a décidé tous ensemble de réaménager un peu nos locaux, de créer donc un grand espace de coworking, des salles de réunion à disposition avec une salle de visioconférence et du coup de le mettre à disposition de l'agglomération. Donc, on espérait sensibiliser les télétravailleurs. Le fait est que comme on a énormément de compétences techniques, managériales, ressources humaines et finances, on va dire, dans le groupe,
Du coup, on a beaucoup attiré des créateurs d'entreprises. Oui, qui se sentaient rassurés par cet environnement-là, la présence de ces compétences. Rompre l'isolement, Ouais. voilà. Bon. On a eu plusieurs télétravailleurs qui ont voulu venir et qui n'ont pas forcément eu toujours l'aval de leurs employeurs. Donc, c'était en pré-confinement. Je ne vous cache pas que le confinement et le post-confinement, les gens sont retournés travailler chez eux, y compris les créateurs d'entreprises. Ouais. Donc là, il y a eu un coup d'arrêt. Les gens commencent à revenir là depuis le mois de septembre, parce que aussi ils sont aussi impatients aussi de pouvoir rééchanger, parce que on parlait d'humain tout à l'heure. Hein, l'intérêt d'un lieu comme ça, c'est aussi la sociabilisation. Hein. Quand on est en télétravail chez soi, on n'a plus personne avec qui parler à la pause café. C'est ça. Et la journée, pareil, longue et pesante. Ça peut arriver, oui. Et le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise, c'est encore pire, parce qu'il n'a même pas de collègues avec qui échanger au téléphone ou en visio. Donc là, il y a une vraie envie de resociabilisation et de discussion et de se sentir appartenir à une communauté. Voilà. Donc, assez peu de télétravailleurs au final. Ouais. On pense qu'il y a un regain là, parce qu'on commence à avoir des coups de fil et un regain d'intérêt. On pense que du coup, beaucoup d'employeurs ont fait un peu leur conversion, hein, et vont accepter que les employés sortent leur ordinateur de leur bureau pour l'amener dans des lieux comme ça partagés. Et je pense que c'est intéressant. Alors, bon, nous, comme on a beaucoup, on fonctionne finalement plutôt comme un petit incubateur que comme un vrai coworking qui s'ouvre aux télétravailleurs. En plus, on est sur une zone industrielle qui est assez éloignée des facilités comme la gare et autres. Bon, on n'a personne de passage. On a accueilli des stagiaires parce que, par exemple, pour des associations qui n'ont pas de locaux, qui hébergent pas, donc où on a accueilli des étudiants qui voulaient réviser le bac ou des choses comme ça. Enfin, voilà, donc c'est parfois assez diversifié. Et puis sur l'agglomération, il y a quelques projets qui se montent, et notamment de mairies, hein, qui veulent créer un espace. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont cette intention-là. Alors, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Coworking CVL, hein, qui regroupe tous les tiers-lieux au niveau de la région, Centre Val-de-Loire. Et on se rend compte que le coworking, ce n'est pas simplement de la mise à disposition de bureaux, parce que les gens viennent chercher une communauté, justement, viennent chercher du contact humain. Des lieux qui ne font... Nous, on n'aurait pas survécu, parce qu'on avait lancé ça tout jeune, si ce n'était pas déjà tenu par un espace où il y a 3 entreprises qui ont leur exploitation et qui vivent bien. Et dans le réseau, on voit bien qu'énormément de tiers-lieux sont mis en difficulté. Les initiatives purement privées ne peuvent pas, le modèle économique ne fonctionne pas. Ouais. Et il y en a qu'un qui fonctionne, c'est la maison du coworking, donc qui a repris un espace de coworking justement qui ne fonctionnait pas sur Orléans, par exemple, qui doit être implanté à Tours peut-être aussi. Mais en tout cas, sur le département, ils sont à Orléans. Mais alors là, il n'y a pas de permanent sur le lieu. Donc, il y a un système d'accès par badge, etc. Oui, c'est du bâtiment, quoi. Voilà. C'est pas tout à fait du bâtiment parce qu'il y a quand même un animateur du lieu qui essaye de créer, qui gère plusieurs lieux. D'accord. Voilà. Et sinon, tous les espaces de coworking qui sont gérés par les collectivités ou initiés par les collectivités sont tous énormément financés par la collectivité. Oui, de fait. Il ne faut pas oublier ça. Enfin, c'est le modèle économique. Dominique Valentin nous en parlera dans un instant. Ne tient pas en soi. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois créer une communauté et avoir quelqu'un pour s'en occuper et être rentable, enfin, par rapport au niveau de marché. Là, l'expérience que je fais et qui existe aussi par d'autres entreprises en France, hein, où finalement on crée un espace supplémentaire et on le propose, est un petit peu différent, puisque le surcoût de gestion de cet espace-là, pour nous, il est moindre. Oui, il est faible. On a eu un investissement d'aménagement, des travaux, mais on a une personne à l'accueil. Cette personne à l'accueil, finalement, il y a une nouvelle composante à son travail qui est l'accueil du coworking. Et puis les utilités, de toute façon, on les aurait dépensées. Donc, on a un coût de fonctionnement qui est complètement différent. Donc, nous, on peut se permettre, en tant qu'entreprise privée qui avons d'autres choses à côté, de faire fonctionner ça. Alors,
il y a beaucoup d'envie. Enfin, moi, j'entends parler de beaucoup de communes qui ont envie de créer ça. Il ne faut jamais perdre de vue le modèle économique. Est-ce que c'est la mise à disposition d'un bureau Ouais. pour des télétravailleurs, ou est-ce que c'est vraiment créer un espace de coworking où on va créer une communauté? Et ce qu'on essaye de faire au niveau du bassin, c'est toutes ces volontés-là, de les faire se parler ensemble pour créer une communauté non plus sur un lieu, mais sur l'agglomération. Sur un territoire. Sur un territoire, voilà. C'est ça c'est là qui est l'intérêt. Et donc, après, c'est un petit peu difficile parce qu'entre les projets purement associatifs, parce qu'il y a des projets purement associatifs, les projets communaux et les projets privés, on ne parle pas forcément toujours le même langage, on n'a pas forcément toujours les mêmes objectifs. Et réussir à faire prendre la sauce, on va dire que ça prend un peu de temps, mais on y croit. Merci Luc Bellière. Dominique Valentin, c'est des sujets que vous connaissez par cœur, ces enjeux de modèle économique, de portage. Alors, on souhaitait que Luc Bellière intervienne, parce qu'effectivement, c'est un des rares tiers-lieux d'initiative privée qui existent. C'est quoi la mécanique, les bonnes pratiques en matière de développement d'un tiers-lieu dédié au télétravail, au coworking, dans le cadre d'un territoire? C'est quoi la bonne mécanique? Et puis peut-être rappeler ce qu'est relais d'entreprise, combien de tiers-lieux, combien de divisions, combien de régiments? Bonjour à toutes et à tous et merci Sébastien de me permettre d'intervenir à distance. La preuve en est que le numérique permet de s'affranchir de mobilité. Relais Entreprise, effectivement, tu l'as évoqué, ça fait plus de 8 ans qu'on dit que la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, la moins polluante est celle qu'on ne subit pas. Et depuis le départ, Relais Entreprise, et ce n'est pas neutre s'il y a un S à entreprise, ambitionne d'être le relais des salariés des entreprises. En fait, pour répondre à ta question sur les modèles économiques, et c'est très difficile de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas de position dogmatique à avoir. Ce qu'il faut, c'est prendre en compte plusieurs facteurs. Un, quelle est la typologie du territoire? On ne répondra pas, on n'aura pas la même réponse si on est comme là où je suis, d'où je vous parle, là, du Val d'Ire, Val-de-Seine, donc au sud d'Essonne, à 20 ils le disent, à 20 km de Paris, et on n'aura pas effectivement les mêmes réponses que lorsqu'on est dans les Ardennes, à Novion-Porcien, où je vais ce soir dormir chez mes parents. Vous voyez, donc, parce que ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques de territoire. Donc, et surtout, les mêmes enjeux. Est-ce qu'on est sur un territoire dortoir avec des déplacements pendulaires importants, où là, la question de la non-mobilité va être apportée comme étant une réponse aux enjeux de mobilité, et de façon peut-être tout aussi, et si ce n'est plus efficace que des véhicules électriques ou mobilité partagée. Donc ça, on est vraiment sur des questions de mobilité, alors que sur les territoires ultra-ruraux, c'est la question de l'attractivité, du mieux vivre ensemble, et comment on fait en sorte qu'on recrée un écosystème, comme je le dis souvent, de l'avoir numérique des temps modernes, des lieux où certes, il y a une valeur ajoutée qui est apportée, mais qui est aussi un espace d'effervescence. Et donc, il n'y a pas de position dogmatique. Et nous, à chaque fois, on dit, autour d'un bureau, d'une chaise, je suis là sur une table, est-ce que c'est un tiers-lieu, un espace coworking? Déjà, je dis, il faut arrêter avec ces termes que personne n'arrive à définir parce qu'on se mélange tous les pieds dans le tapis avec ces termes un peu galvaudés. Et de se dire, OK, il va y avoir plus ou moins de services et plus ou moins d'animation. Moi, je fais souvent le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie. Et on voit bien qu'un camping n'est pas en concurrence avec un Club Med, ou un Novotel ou autre. On voit bien qu'il y a bien un lit et une salle de bain, mais il va y avoir plus ou moins d'animation et plus ou moins de services. Le modèle économique des tiers-lieux, c'est exactement la même chose. En fonction du public ciblé, vous n'allez pas apporter la même réponse, vous n'aurez pas la même politique tarifaire. Et en fonction du dimensionnement du lieu, vous pourrez vous permettre d'avoir plus ou moins de masse salariale. Quand vous avez 100 mètres carrés, il est évident que vous ne pouvez pas avoir un équivalent temps plein qui va gérer 100 mètres carrés, puisque même au SMIC, ça fait un impact sur le prix du mètre carré qui fera complètement exploser la politique tarifaire, sauf à considérer que l'animateur ou le gestionnaire de ce lieu soit subventionné. Donc, pour répondre à ta question, chaque territoire, et ça c'est une des particularités de Relais Entreprise, c'est qu'on est un bureau d'études, on a accompagné plus de 80 territoires au niveau national, exclusivement en dehors des métropoles, puisque nous sommes une société très engagée en faveur du rééquilibrage des territoires. Donc, on est bureau d'études et on est aussi une enseigne pour donner de la lisibilité et surtout de la visibilité à ces espaces, parce que vous avez plein de lieux qui fleurissent un peu partout avec des noms spécifiques et qui suffisent en soi pour toucher les entrepreneurs, parce que, et d'ailleurs l'intervenant juste avant a bien expliqué qu'il est vrai que
Jusqu'à présent, ceux qui utilisaient beaucoup les tiers-lieux d'activité, les espaces coworking, c'était beaucoup les entrepreneurs. Et depuis quelques années, avant Covid, mais surtout accéléré par le Covid, on a de plus en plus de télétravailleurs salariés qui utilisent les tiers-lieux, même si je regrette que le débat qui tourne autour du télétravail évoque presque systématiquement le télétravail à domicile comme étant la seule solution pour travailler en dehors du siège habituel de l'entreprise. Voilà. Donc même si on a entendu Delphine de Belois, DRH du Loiret, dire qu'effectivement, il y avait une volonté du département d'aller vers le modèle des tiers-lieux, étant conscient justement des inconvénients du télétravail à domicile. Bah oui, c'est la prochaine étape. C'est pour recréer du lien, pour dissocier vie privée, vie professionnelle. Et c'est clair que tant que les entreprises n'arriveront pas à réduire leur surface de bureaux dans les grandes métropoles, elles auront du mal à payer en double des bureaux. Et c'est ce qui freine l'usage des tiers-lieux, c'est le surcoût. Aujourd'hui, on a une utilisation des tiers-lieux un peu plus importante que ce qu'on avait imaginé du fait de la distanciation dans les entreprises. Nous, on a beaucoup de salariés qui utilisent les tiers-lieux du réseau Relais Entreprises. On en a une centaine au niveau national parce qu'ils n'ont plus de bureaux dans les métropoles. Là où il y avait 2 personnes dans un bureau, l'entreprise va effectivement ne mettre plus qu'une seule personne dans un bureau, et donc ils n'ont plus assez de bureaux pour tout le monde. On a récupéré comme ça des salariés qui ont été invités à prendre des bureaux là où ils habitaient. Donc ça va, c'est la première étape, et progressivement on va avoir cette organisation qui va se mettre en place. Mais pour évoquer ce que tu disais tout à l'heure sur l'impact environnemental, et ça, c'est un point important. Il faut que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Il faut qu'on puisse être en capacité de valoriser ce qu'on appelle les externalités positives de la non-mobilité. C'est ce qu'on a fait, nous, il y a 2 ans avec EDF, puisqu'on a signé une convention au titre des certificats d'économie d'énergie, et EDF rachète les kilomètres non effectués par les télétravailleurs qui se rendent dans un tiers-lieu. Le tiers-lieu étant l'élément de preuve qui permettent de confirmer qu'il y a une non-mobilité. On attend la labellisation bas carbone auprès du ministère pour valoriser les tonnes CO2, puisqu'on a le double effet qui se coule, non-consommation de litres de carburant, ça c'est les certificats d'économie d'énergie, et non-émission de tonnes CO2, et ça effectivement, c'est le label bas carbone qu'on attend auprès du ministère. Et jeudi, j'en parle à Marc Lager, puisque je serai avec Yves Le Breton et Joël Giraud, puisque je suis invité à poser une question au gouvernement dans le cadre du Parlement rural français, à qui j'ai introduit le fait que la CVAE, la taxe sur la valeur ajoutée, puisse être reversée au territoire au prorata de la présence des télétravailleurs, de telle sorte à ce que la CVAE ne soit pas uniquement versée aux métropoles ou aux agglomérations où se concentrent les emplois. Qu'on soit sur une fiscalité redistributive qui confirmerait, qui dans tous les cas justifierait que la collectivité territoriale rénove des bâtiments publics, puisque nous, sur les 80 études qu'on a menées, ça a donné à peu près naissance à plus d'une quarantaine de lieux, et sur les quarantaines de lieux, on n'a eu aucune artificialisation de sol. Ce ne sont que des bâtiments publics qui ont été rénovés. Anciennes écoles, collèges, presbytères, là on a une vague de presbytères en ce moment, des trésoreries, des locaux de communautés de communes. La semaine dernière, à l'ANCT, on a eu le témoignage de la communauté de communes du Val-d'Amour qui a transformé ses anciens locaux de la Comcom en espace coworking, tiers-lieu, quel que soit le terme qu'on utilise. Mais ils l'ont appelé Relais Entreprises du Val-d'Amour, c'est tout simple. Ah, je t'ai perdu. Non. Ah non, c'est bon, parce que je croyais que tu étais figé. Pardon. Et en fait, ils ont pu témoigner aussi d'un autre phénomène qu'on observe, et d'ailleurs, votre territoire du Loiret va effectivement en profiter, c'est le phénomène d'exode urbain, rendu possible grâce au télétravail, et ça a donné naissance à une nouvelle société qui est née pendant le confinement, qui s'appelle Vivre au Vert, VIVROVERT.fr, et qui est une plateforme d'aide à la sélection des territoires d'exode urbain. Et on a pu se rendre compte que du fait du télétravail, vous avez un certain nombre d'actifs qui s'éloignent de leur lieu habituel d'emploi. Et aujourd'hui, on est en capacité de choisir son lieu de vie indépendamment de son lieu d'emploi. Quand vous passez 3 jours ou 4 jours de télétravail par semaine, vous vous dites, oui, une fois par semaine, je peux peut-être me faire 2 heures de train, 2 heures et demie de train, alors que je ne le ferai pas tous les jours. Et ça, c'est une vraie chance pour les territoires, au même titre que les campus connectés ou les microfolies, où le numérique va permettre effectivement de contribuer au rééquilibrage des territoires. Merci beaucoup Dominique Valentin. Je donnerai le mot de la fin à Marc Lager de l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'espère que Monsieur le ministre ainsi que Monsieur le
directeurs de l'agence seront extrêmement attentifs aux propositions du Parlement rural, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans les tuyaux. Un dernier mot sur cette question des tiers-lieux, Marc Laget? Oh, écoutez, s'il y a un dernier mot à donner très brièvement, moi je félicite le département du Loiret et cette région centrale de Loire qui est très réactive sur ces sujets. Et à preuve, il y a 2 fabriques de territoire déjà sur le Loiret, à Châteauneuf-sur-Loire et à Orléans. Voilà, donc bravo pour les acteurs de ce territoire. Merci Marc. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Bonjour à Grenoble et bonjour au sud-Essonne. Hein. Et puis à très vite, chers amis. Et le mot de la fin est à Frédéric Nérot. Merci, au revoir.